Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bon lundi tout le monde. Bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. José, j'étais en train de m'interroger. J'avais pas mis mes écouteurs sur les oreilles. Je te regardais et je continuais à réfléchir. C'est toujours ça qui nous interpelle comme public, jusqu'à quel point les faits rapportés sont authentiques. Bon. On s'est fait duper plus souvent qu'à notre tour comme collectivité. Et lorsqu'on nous rapporte un élément, jusqu'où cet élément-là est-il fondé, est-il vrai, authentique? Il y a une prudence. On explique-tu aux gens pourquoi vous dites ça? Ben oui, avec plaisir. Okay. Tu voulais l'amener. Puis... Non, mais c'est parce que juste avant de... Oui. C'est parce que c'est une vidéo qui est devenue virale. Oui. Puis ça a fait vraiment réagir les auditeurs. Oui. Puis il y en a plusieurs qui nous ont écrit en privé pour dire on aimerait ça entendre le doc là-dessus. Oui. Puis moi-même, ça m'a fait réagir, mais pas positivement. Je suis comme partagée, moi. Et on fait référence à la mère de Shannon qui a filmé son jeune garçon de 8 ans en pleurant parce qu'il disait qu'à l'école, les amis faisaient mal, ils riaient de lui, etc. On peut même en entendre un extrait si vous le voulez. Comme ça, ceux qui ne l'ont pas vu vont au moins entendre le ton. Là. Bébé, qu'est-ce qui se passe à l'école? Bébé, qu'est-ce qui se passe à l'école? Tout le monde me fait mal. Puis ils rient de moi. Puis qu'est-ce que tu voudrais qu'il arrive? Qu'ils arrêtent de faire mal, puis qu'ils arrêtent de rire de moi. Tu voudrais que les gens arrêtent de t'intimider, hein, mon bébé, hein? J'espère que vous voyez bien qu'est-ce que ça fait à mon enfant. À mon enfant qui revient de l'école parce qu'il est victime d'intimidation à l'école. C'est pas... Là, je sais même pas si on me voit parce que je suis pas capable de le virer. Mais je sais pas... Je veux pas que vous voyez ça comme si je l'utilisais. Je veux juste que vous compreniez que c'est vraiment difficile puis de passer le message parce que clairement le message est pas assez lancé partout concernant l'intimidation. Parce que ça a un effet vague aussi, l'intimidation. Ça lui fait de la peine à lui, ça le blesse. C'est son estime de soi aussi qui est affectée, mais c'est aussi sa famille. Parce que ça nous blesse aussi, parce que pour nous, nos petits minous, c'est les plus gentils puis c'est les plus beaux du monde. Puis quand ils reviennent à la maison comme ça, ben, ça nous fait... Bon, on a l'essentiel. Oui. Alors, là, de façon neutre... Est-ce que les faits sont tels que rapportés? L'authenticité des faits est capitale. Alors là, ça va nous prendre des réactions sur l'information véritable. Est-ce que c'est exact ce que l'enfant affirme? Un enfant peut dire la vérité, un enfant peut tout autant mentir. Un. Deuxièmement, j'invite les mères qui sont à l'écoute à ne pas appeler leur garçon de 8 ans, de 9 ans, bébé, mon bébé. Ça, c'est terminé l'étape du bébé et c'est très infantilisant pour le garçon, surtout à 8-9 ans. Ce n'est plus le temps, mesdames. Alors, on en profite parce que le fait de l'appeler bébé et mon bébé, à trois reprises, dans ce qu'on vient d'entendre, atteint l'estime de lui-même de l'enfant. La mère déplore l'estime de soi qui est blessée par les comportements, pas des amis, mais des camarades d'école, d'après ce que dit l'enfant, mais elle est aussi partie du problème, malheureusement, en l'infantilisant. Cet enfant-là a un prénom et un enfant, surtout un jeune garçon, aime bien être appelé par son prénom, par sa mère. Jusqu'à quel âge l'appellera-t-elle bébé? Moi, authenticité des faits. Alors, j'ai passé mes commentaires. Il y a des sujets, des fois, oui, comme ça. Là. Je t'écoute. Moi, ça m'a crispé.
d'entendre ce message-là. Premièrement, de voir l'enfant... En tout cas, je pense pas qu'à cet âge-là, t'es comédien de même, là. En tout cas, ça devait pas être la première fois qu'il arrivait en pleurant pour qu'elle décide de faire la vidéo. Exact. Bon. Moi, je crois que pour lui, s'il revient en pleurant, il y a un mal-être à l'école. C'est peut-être pas qu'il se fait voler, qu'il se fait battre à chaque jour, etc., mais cet enfant-là, il y a un mal-être. C'est sûr. Bon. Ce qui m'a crispé, c'est que la mère diffuse la vidéo sur les réseaux sociaux de son enfant de 8 ans. Elle, peut-être qu'elle avait plus de ressources. Peut-être qu'elle s'est dit, il reste juste ça à faire pour faire allumer des cloches. Mais, Doc, l'enfant, il me semble que ça va être pire encore, là. Là, c'est plus à l'école, là. Là, c'est rendu au Québec, là, que tout le monde sait ça, là. Ça va-tu lui rester collé? Il va-tu dire, maman, quand j'ai de la peine, elle dit à tout le monde? C'est mon questionnement à moi. Ça va un petit peu avec notre sujet d'aujourd'hui. Définitivement. C'est pour ça que je voulais en profiter pour faire jouer cet extrait-là. Parce qu'aujourd'hui, on s'inspire le choc des générations, là. C'est dans le Journal de Québec, c'est dans le Journal de Montréal également. C'est en ce qui concerne, c'est Jean-Marc Léger, son fils Philippe Léger, qui écrivent sur différents sujets et en partant de différents sondages, là. Et là, il y a un sondage qui a été fait auprès des jeunes 18-34. Nous, dans l'émission, on en a déjà parlé de l'anxiété. On a parlé de dépression. Mais là, au niveau des jeunes, 18-34, à la question « Avez-vous déjà vécu une dépression importante? » Des moments de dépression ou périodes d'anxiété. 26% disent avoir vécu une dépression importante. C'est un jeune sur 4, là? Si mon calcul est bon, c'est bien ça, là? Oui, oui. C'est exact. un jeune sur 4 de 18-34. On parle de dépression importante. On va répondre au questionnement de Michel Agatino parce que lui, il dit que les jeunes ont la dépression facile. T'es pas C'est sérieux. quoi pour vous la définition de dépression importante? Attends un peu. On va le régler tout de suite. Quel âge a ton Michel, là? Je sais pas son âge, là, mais... Ça sent le mépris. Non, Les lui, il jeunes- racontait que sa mère avait vécu une grosse dépression puis savait c'était quoi une grosse dépression. Aïe, aïe, C'était aïe. ça. Écoute, j'en reviens pas de l'expression ouverte du mépris intergénérationnel. Mais c'est quoi cette affaire-là de mépriser la génération qui nous suit? Je comprends pas. Je ne comprends pas cette attitude de mépris envers la génération qui nous suit. Lorsque c'est pas l'hypersexualisation, c'est les jeunes ont la dépression facile. Cher ami, on parle pas d'adolescents et d'enfants, on parle de jeunes adultes et d'adultes. La tranche des 18 à 34. Est-ce qu'on convient qu'à 30 ans, là, on a un adulte qui est en pleine croisière, là? Et, en tout cas, mais pour vous, une dépression, ça serait quoi, Doc Mayo? Ça dépend. C'est un terme, effectivement, c'est un terme populaire. C'est un terme populaire qui réfère à une période de mal-être avec tristesse, pleurs, repli, isolement social, Pensée suicidaire. trouble de concentration, pas TDAH, trouble de concentration, et possiblement, dans des cas plus sévères, allant jusqu'au découragement, voire le désespoir. Désespoir s'accompagne de velléités suicidaires, d'idées, Parce que là, on même parle de plans. Moi, je me fais poser la question, une dépression importante. C'est parce que t'as Oui. vécu de quoi de gros, là? Oui. C'est pas juste, j'ai trouvé ça plate pendant une semaine de ma vie, là. Non. Alors, Et généralement, c'est un jeune sur 4. oui. Ensuite, moment de dépression. Oui. Ça, un moment de dépression. Là, moi, j'imagine ça plus léger, là. Tu sais. Oui. Ben, c'est 1 sur 2 quand même. Période d'anxiété. 1 sur 2. Fait que finalement, là, non, aucune dépression ou anxiété, ça se trouve à être une personne sur 5.
dans les 18-34 ans qui n'ont pas eu d'anxiété, de dépression ou de dépression importante. À peine 1 sur 5. 19 Par la peau des fesses, 19. Hey, sérieusement, il y a de quoi faire une émission aujourd'hui là-dessus. Oui. Et permettez-nous, on va cibler notre auditoire aujourd'hui. Essayez pas de corrompre Benjamin. Là, c'est Doc Mayou puis moi qui veut ça. On veut parler aux jeunes qui ont entre 18 et 34. Qu'est-ce qui se passe? Hey. José? Oui. Puis-je? Ça dépend à quoi? Que s'est-il passé? Oui. Oui. Que s'est-il passé? Comment expliquez-vous? On a déjà Mathieu, 27 ans, qui est en ligne pour nous parler, étudiant en enseignement. Il va nous raconter au retour comment il explique qu'il a vécu des dépressions. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Expliquez-nous ça, là. Les 18-34 ans aujourd'hui, nous n'allons parler qu'à vous. Parce que le sondage a été fait, vous concernant, dans le Journal de Québec et Montréal, que ça a été publié, où on apprend que chez les 18-34 ans, il y a 1 personne sur 4 qui a déjà vécu une dépression importante, 1 sur 2, un moment de dépression, 1 sur 2, période d'anxiété. On a Jonathan qui nous appelle de Saint-Hubert. Bonjour, Jonathan. Mathieu, voyons, j'ai pris ça où, Jonathan? Bonjour, Mathieu. Bonjour. Mathieu, on vous écoute. Oui, je suis dans le domaine de l'enseignement. Oui. Puis à date, j'aime ça, mais c'est que moi, mon but, c'est d'être dans un emploi que j'aime beaucoup, puis de ne pas tomber comme dans des entreprises de bureau. Mais quand j'ai fait mes études, puis là, on nous a dit aux étudiants que on serait limité au niveau de notre vie personnelle, comme parce qu'ils surveillent surtout Facebook. Puis aussi, on a appris que les parents aimaient bien que l'enseignant soit un modèle à l'extérieur. Puis Vous, Mathieu, vous êtes là actuellement à l'université? Oui, Puis là, vous êtes dans le domaine de l'enseignement pour devenir professeur? exact. OK. Puis comment ça va, vos études? Bon, ça va très bien, mais c'est comme je dis, on nous a dit au début qu'il y a une clause de la Cour suprême qui dit que les enseignants doivent être exemplaires tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'école. Ça veut dire que même, par exemple, j'ai lu une histoire où est-ce qu'il y avait une enseignante en Ontario qu'elle avait juste fêté comme bien normal dans un bar, puis elle avait juste pris un verre de vin, puis elle avait été congédiée suite à ça. Bon. Et moi, ça me préoccupe beaucoup parce que je veux... Mathieu, c'est quoi les faits de cette cause-là? Oui, parce que moi, je vous confirme que j'ai déjà pris du vin avec des enseignantes, là. Non, ça marche pas, là. Mathieu, il y a quelque chose. Quels sont les faits de cette cause-là? Si vous ne les connaissez pas, vous nous le dites tout simplement. Est-ce que vous... sortir dans un bar, prendre un verre, n'expose pas une enseignante à un congédiement. Impossible. Alors, quels sont les faits de la cause? Le savez-vous? Non, je sais juste vaguement. Mais Bon. parlez-nous de vous, là. Vous dites que vous avez vécu des moments de dépression? Oui, avant que je tombe dans l'enseignement, j'ai parcouru d'autres cursus scolaires, puis ça me plaisait pas. Puis j'étais vraiment perdu au niveau d'orientation scolaire parce que j'avais pas vraiment où aller. Mhm. Puis là, en sortant de la maison, en faisant des activités comme aller à la piscine ou ben des activités familiales, j'ai découvert que enseigner des activités sportives, ça me plaisait beaucoup. Oui. Parce que quand j'enseignais quelque chose, je voyais que ça le sourire des gens, puis ça me faisait un certain bonheur. Oui. Mais comme je dis, après avoir entendu ça à l'université, ça met en doute mon cursus scolaire encore. Oui, ben je vois pas tellement le rapport, mais Mathieu, est-ce que vous prenez une médication à l'heure actuelle? La médication que je prends, c'est pour une maladie chronique seulement. Qu'est-ce que vous avez comme maladie chronique? Une colite ulcéreuse. Une colite ulcéreuse. Est-ce que vous prenez des antidépresseurs, des anxiolytiques, des médicaments de ce type-là? Non, aucune. Aucune.
Uniquement pour votre colite, vous êtes bien certain? Oui. OK. On continue. Alors, comment vous expliquez que le fait qu'on vous demande qu'on demande aux enseignants, aux enseignantes d'être des modèles de conduite, de comportement, comment se fait-il que ça vous dérange à ce point-là, Mathieu? Parce que moi, je suis du type qui aime bien s'exprimer librement. Oui. Parce qu'avec les membres de la famille, je parle pas avec des enfants, là, mais avec des plus vieux, Oui. on aime bien sortir une coupe de sac, puis on s'affirme bien là-dedans. Oui. Mais par contre, quand on va être à l'université, on n'a pas le droit de tenir ce genre de propos-là. Mhm. Puis les sujets sensibles ont tendance à être censurés aussi. Comme? Quels sont les sujets qui sont censurés là, autour de vous? Comme par exemple, comme vous en parlez, les distinctions de genre, c'est difficile de faire des débats là-dessus. Pardon? Quoi? Les distinctions de genre? Et bien... Oui, les différences de genre Oui, entre hommes et femmes. Oui. Distinctions de genre, oui. Comme par exemple, on avait un séminaire. Oui. Il y en a un qui est en train de décrire que dans les cours d'éducation physique, pas tous, mais une proportion de femmes avaient plus tendance à discuter, tandis que les hommes étaient plus moteurs. Oui. Puis là, ben, l'enseignante a comme fait des gros yeux pour le faire taire, puis une étudiante à côté qui a poussé un méchant grand soupir. Ouais. Oh! Mathieu, je vais vous demander une question très indiscrète. Ratio homme-femme dans votre cours actuellement, dans votre classe? 60% femmes, 40% hommes. Vous êtes combien dans votre groupe, dans votre classe actuellement? 60. Vous êtes 60. Combien pensez-vous qu'il y a de jeunes hommes dans votre classe? 60. À peu près, à l'œil, là. Est-ce qu'il y en a plus que 15, d'après vous? Oui, 28 à peu près. 28. OK, excuse-moi. Il y aurait 28 à l'université? Oui. Ah, je suis Parce que agréablement surpris. Parce que tu as des amphithéâtres. Oui. Tu as des classes qui se font en petits groupes. C'est pour ça qu'il y a une différence. Oui, et dans l'amphithéâtre, à peu près, lorsque tout le monde est rassemblé? Oh, c'est 250, dont 60% femmes, 40% hommes. OK. 60-40. OK. Oui. Alors, vous êtes tout de même un certain contingent de jeunes hommes. Oui. Et quel âge avez-vous, Mathieu? 27. 27. Vous savez, à vous de manœuvrer habilement pour bien contrer le courant et des vents adverses. Merci, Mathieu, de votre Bye, appel. Mathieu. Merci beaucoup. Je vais vous lire un Pas message. facile, oui, pas facile. La liberté d'expression, dès qu'il y a un pourcentage de femmes important dans un groupe, le discours devient nécessairement féminin. Ça, c'est une réalité au Québec. Et les hommes, surtout lorsqu'ils sont minoritaires, ont avantage à se taire. C'est plate, mais ça pourrait ressembler à ça. Je peux pas juger, je suis dans un milieu principalement masculin. Fait que j'ai pas d'exemple en référence. Les auditeurs sauront nous le dire, là, ceux qui vivent en milieu féminin. Mais moi, je suis dans un milieu masculin. Oui. Ici, on a femme 25 ans. Je vis des périodes de dépression depuis que j'ai 13 ans. À l'automne, plus particulièrement. Il y a 4 ans, c'était la pire fois. Je pensais sérieusement à mourir. J'avais même trouvé comment je le ferais. Je suis sur les antidépresseurs depuis cette période de dépression. Je vais un peu mieux, mais je ne peux pas dire que j'aime la vie à 100%. Je ne pourrais pas dire que c'est un stress qui me fait sentir comme ça, mais plutôt que je me remets souvent en question sur pourquoi vivre, à quoi sert d'être ici. Pourtant, je suis une très belle fille, brillante, diplômée, j'ai un beau travail bien payé, une bonne famille, mais je n'arrive juste pas à être 100% heureuse et à trouver le réel bonheur, même sur les antidépresseurs. Bon. Alors là, qu'est-ce qui est faux? Quel est le mensonge que vous vous êtes raconté, madame, à vous-même? Je suis très belle, diplômée et avec une belle famille. Cherchez l'erreur.
sondage. Doc, Oui. ça se peut-tu des bonnes familles? Ça se peut-tu une bonne famille puis que l'enfant devienne un adulte anxieux et en dépression? Oui. La réponse, c'est oui. Ben, au moins, ça, c'est réglé parce que vous insinuez que c'est le problème, c'est la famille, là. Attends un peu. Rare. Oui, OK. mais rare. Et si une famille peut être une bonne famille avec des bons parents qui ont bien joué leur rôle et un enfant qui est en difficulté. Pourquoi? Parce qu'il est mal né génétiquement. Il a été désavantagé dans ses traits de caractère et il a de la difficulté à s'adapter à la vie au fur et à mesure qu'il se développe. Et- Ça existe maintenant. Oui. C'est un tout petit pourcentage. Ça n'expliquera jamais le 1 sur 4 qui a fait une dépression importante. C'est pas croyable. Hein? Qui a fait une dépression importante. Et cette jeune femme-là qui nous envoie un texte, elle a 25 ans. Depuis l'âge de 13 ans. Et ce ne sont pas les pilules du bonheur qui vont la rendre heureuse. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ce qu'elle semble nous dire. Les pilules du bonheur, à date, n'ont pas créé ce qu'ils étaient supposés engendrer. Ça fait 12 ans. Fait que si ça avait eu à l'aider. Alors, je répète ma question et nous pourrions peut-être, coup de sonde, Ouais. demander à nos auditeurs qu'est-ce que vous ne voulez pas voir de votre passé qui vous enlise? C'est quoi la boîte qui vous fait virer de sourd avec votre auto de la vie? Très belle, diplômée, belle famille. Est-il possible qu'il y ait un énorme mensonge en quelque part dans ces trois expressions-là? Parce qu'à titre d'analyste... Pour la Oui, question par texto, là. Oui. Parce que c'est justement, vous avez dit le mot, en tant qu'analyste. Encore une fois, c'est très respectueux ma question, mais le 1 sur 4, là. Puis pour cette question-là, on pourrait même l'élargir à tout âge. Les gens qui vivent ça, sont-ils capables de s'auto-analyser assez ou ça prend une psychanalyse? Tu sais, elle, là... La plupart, non. Elle peut pas le voir. Tu sais, elle dit bonne famille. Elle le voit pas, là. Belle famille. Elle dit bonne famille. Oh, excuse-moi, bonne? Oui. OK, je suis très belle, diplômée, bonne famille. Diplômée, j'ai un travail bien payé, une bonne famille. Bon. Où est l'erreur? Ben, Cherchez c'est ça. l'erreur. Mais c'est ça. Y en a-t-il une et quelle est-elle? Y a-t-il un mensonge OK. et quel est-il? Et j'ai une autre question. Ça va être très aidant aujourd'hui. Là. Je pose mes questions. Oui. La personne qui a une dépression, y a-tu toujours un mensonge à soi-même quand il y a une dépression? Pas toujours, parce qu'il y a des dépressions biologiques. C'est-à-dire, il y a des individus qui, génétiquement, n'ont pas l'équilibre nécessaire, minimal, dans certaines zones du cerveau. Surtout au niveau du lobe temporaire. Est-ce que ça peut être héréditaire, une dépression? Ça peut. Tout ça est possible. Maintenant, c'est dans de tout petits pourcentages. Pas dans les proportions qu'on nous présente. Pas dans le fait que le Québec, notre province de Québec, a le troisième plus haut taux de suicide au Canada. Après le Manitoba et le Nouveau-Brunswick. Et je comprends pas le Nouveau-Brunswick. Le Manitoba, beaucoup d'Autochtones, beaucoup de métis, beaucoup de misère sociale. OK? Maintenant, au Nouveau-Brunswick, Ben, le Québec, tant qu'à ça. le problème autochtone, il n'est pas là. Québec. Que ça soit aussi haut au Québec. Mais oui, c'est quoi Prenant l'affaire? aussi, là. Pourtant, au Québec, on a telle aide, puis on a telle patente, puis tel Embarquez-moi pas suicide. là-dedans. Non, mais on a, là, écoute, hein? On en a-tu de l'aide téléphonique On va au aller à la Québec? pause, si vous voulez. On va sortir des sables mouvants. Très habile. Et on va revenir avec nos auditeurs. Expliquez-nous. Là, ben vous, est-ce que vous le comprenez? Ceux qui font partie, le 18-34, qui font partie du 1 personne sur 4 qui a eu un moment de dépression important. Texto, question, homme, femme, âge. Aussi.
C'est quoi le mensonge à vous-même? Y a-tu de quoi Oui. que... Quelle est la cause? Quelle est la cause de votre dépression selon vous? OK. OK, on va... Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on veut vous parler, on veut vous écouter surtout, et on veut que vous nous expliquiez comment vous analysez le fait que vous faites partie, chez les 18-34 ans, de une personne sur 4 qui a déjà fait une dépression majeure. Importante. Importante, le mot est important. Oui. Alors, on va aller au téléphone, on va parler avec Pierre-Marc de Laval, qui a 27 ans. Bonjour. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Pierre-Marc. Oui, ben c'est ça, je vous ai déjà appelé, là, ça doit faire un petit bout. Moi, c'est ça, évidemment, pendant mon enfance, je vous dirais que ça s'est plus exprimé sous forme d'anxiété. Là. J'avais des troubles obsessionnels compulsifs et tout ça. J'étais quand même un enfant assez impulsif dans mes réactions. On pouvait aller jouer au mini-pot avec mes parents, puis je pouvais me mettre à pleurer, puis je ressentais de la rage intense d'avoir perdu, là. J'étais excessivement mauvais perdant, tout ça. Fait que peut-être que dans mon tempérament, j'avais peut-être une petite faiblesse de caractère en quelque part. Oui, c'est gentil de votre part et humble de le mentionner. Peut-être, on dit bien peut-être. Alors, la vraie introspection passe nécessairement par les traits de caractère. Continuez, vous faites vraiment bien ça. Allez-y. OK, bien merci. C'est ça. C'est sûr qu'auparavant, moi, j'ai été envoyé tôt à la garderie, là, à peu près 7 mois. Fait que peut-être que j'étais un enfant insécure qui avait besoin d'avoir des réussites pour me valoriser un peu, parce que c'est pas vraiment dans l'attachement que j'ai trouvé ça, je pense. Fait que peut-être que ça a un lien avec le fait d'être un petit peu plus mauvais perdant et réactif. C'était peut-être ma façon d'exprimer d'autres frustrations aussi, là. Fait que en tout cas, peut-être que c'était ça. Puis attendez un peu là. Vous êtes inhabituellement introspectif. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça fait partie de vous ou si vous avez déjà consulté? J'ai déjà consulté, mais je vous dirais pas que c'est le fait d'avoir consulté en psychologie qui m'a amené de l'introspection. C'est ça. Je dois avoir une certaine, parce que j'aime ça réfléchir sur moi-même quand même. À la base, ça a été ça. Puis d'ailleurs, c'est ça qui m'a mené à commencer à vous écouter quelque part en 2011. J'ai trouvé de vos vieilles émissions assez cassées. Je vous ai déjà appelé d'ailleurs. Mais c'est ça. Puis moi, chez nous, tout le monde disait le Doc Mayou, il a vraiment pas d'allure, ça brasse de la merde. Puis moi, étrangement, dans cette famille-là, je me suis rendu compte que j'étais malheureux. Fait que je me suis dit, écoute, qu'est-ce qu'ils ont tant contre le Doc Mayou? Peut-être, regarde, moi, je suis pas bien qu'eux autres. Leur façon de penser, j'aime pas ça. Peut-être que c'est le Doc qui a raison. Fait que j'ai commencé à vous écouter. Puis ça m'a parlé comme ça se peut pas. Puis c'est pas mal grâce à vous que je suis en train de devenir un homme tranquillement, là. Oui. Ah, c'est bon à entendre. Pierre-Marc, vous avez soulevé un point dont j'ai parlé copieusement, mais là, ça vient de vous. Vous avez été placé tôt à la garderie à l'âge de 7 mois. Vous référez, vous avez mentionné le mot attachement. Pourriez-vous nous partager un peu plus de réflexion, s'il vous plaît, là-dessus? C'est ça. Moi, c'est une garderie en milieu familial, là. Fait que je sais pas c'est quoi la différence, mais quand même, je me rappelle que les seuls souvenirs que j'ai là, de mon éducatrice, c'est qu'elle en avait pas mal. Puis les seuls souvenirs que j'ai, c'est une fois quand elle m'a qu'elle avait l'air un peu en maudit après moi parce que j'avais fait mes besoins pendant la sieste, là. Fait que je me rappelle de sa face là, qui exprimait un petit peu de mépris. Fait que de ça, je me rappelle de ça, mais d'avoir été câliné ou peu importe, je me rappelle un peu le soir quand ma mère me lisait des histoires puis tout ça. Mais sauf que j'ai étrangement, là, à chaque fois que mes parents s'en allaient, puis beaucoup plus mon père d'ailleurs, à chaque fois qu'il quittait, j'étais extrêmement anxieux, j'avais l'impression qu'il allait jamais revenir. Puis mais c'est ça, surtout lui, parce que c'est lui qui allait surtout me reconduire le matin à l'école. Mais je me rappelle qu'avec ma mère, c'était pas la même affaire, là. Elle voulait que j'y aille, puis elle était un petit peu plus froide, tandis que mon père, il s'est déjà éloigné tout ça en allant me reconduire, puis il me voyait pleurer de loin, puis il s'était comme rapproché, puis il m'avait serré un peu plus. Fait que j'ai l'impression que peut-être que mon lien significatif était beaucoup plus avec mon père qu'avec peu importe quelle éducatrice, et même ma mère que j'ai eue. Pierre-Marc,
je vous écoute parler. Puis je vais vous Oui. poser une question. Oui. Si un lien significatif pour un très jeune enfant s'établit avec le père, Ouais. est-ce que ça pourrait être l'équivalent du lien significatif établi avec la mère? Ben, équivalent. Ben, je pense que peut-être que... Ben, je peux pas vous le dire parce que je l'ai pas vécu, le lien significatif avec ma mère. Je sais ce que j'ai vécu avec mon père. Le problème, c'est que moi non plus, Ouais. j'ai pas de Ouais. données scientifiques à vous apporter. Ouais. Parce que là, il y a toute une vague de pères modernes, de pères contemporains qui prétendent Ouais. que le lien d'attachement du bébé avec eux est aussi important et signifiant que celui établi avec la mère. Là, Ben, on est moi, rendu je vous là, dirais- là. Oui. Ouais, mais moi, je vous dirais ceci. Peut-être que pour répondre aux besoins du bébé, il y a peut-être pas de différence, sauf que peut-être que l'homme qui fait ça tire peut-être dans le pied parce que au niveau de sa conjointe, là, je suis pas sûr qu'elle va être excitée ben à le voir prendre soin d'un bébé, là. Mieux qu'elle, là. Voyons donc. Puis pour continuer avec vous, Pierre-Marc... Il y a les là, lois de la sur, nature aussi, là. Voyons donc. Parce que Doc Mayou est super habile. Là. Il en profite de passer ses messages, mais en même temps, c'est correct. José, non! Mais c'est J'étais correct. candide! Ben oui, c'était candide. En tout cas, mais on va Je continuer. l'ai avoué, je n'ai pas de connaissances scientifiques OK. sur les points abordés, Pierre-Marc. J'en ai pas. Mais pour Pierre-Marc, Oui. pour aller plus loin, là, est-ce que vous pensez, Doc, que le fait que... Tu sais, moi, j'ai retenu les mots « ma mère était froide Oui. », au niveau de l'attachement. Ça, est-ce que ça peut faire partie des causes qui amènent une dépression chez le jeune homme? Bon, ce n'est peut-être pas tellement la mère froide que le fait qu'il ait été dompé dans une garderie à 7 mois. Pourquoi votre mère vous a dompé dans une garderie à 7 mois, Pierre-Marc? Est-ce que vous le savez? Ben, je connais les belles raisons là qui Et quelles qui ont été sont-elles, ces formulées belles pour mes raisons? parents. Ben, il faut bien qu'on travaille, voyons donc. C'est ça, mais tu sais, on vivait... Moi, je viens d'une famille aisée, là. On n'était pas pauvres, là. Puis, mais tu sais, non, je dois simplement conclure, parce que oui, dans l'histoire, c'est important aussi. C'est mon père qui voulait avoir un enfant. Puis que, comme vous dites, les hommes accouchent pas, mais c'est lui qui en voulait un. De la façon que ça m'a été présenté, de ce que j'en ai déduit, là, c'était carrément ça. Puis, en quelque part, ben, quand j'étais jeune, l'intérêt, je sentais que ça me venait beaucoup plus de mon père. Bon, c'est un peu triste parce qu'il est décédé quand j'avais 16 ans. Là. Ça a empiré parce que c'est comme si mon seul lien, ben, je l'ai carrément perdu à 16 ans puis que je me ramassais. Êtes-vous en tout seul. train de nous dire, Pierre-Marc, que vous êtes devenu orphelin à 16 ans? Ah oui, ben je me sentais comme ça. Si je me fie là à mes 10 ans d'errance là, à trouver ce que j'allais faire dans la vie, à savoir qu'est-ce que j'allais valoir, à savoir, je vous dis là, de l'âge de 16 ans jusqu'à 26 ans, puis j'ai encore des moments de tristesse puis de profonde solitude là. Oui, je pense qu'on peut très bien affirmer ça, là, puis que c'est la base, je crois, du fait qu'un être humain va se sentir capable de mettre un pied devant l'autre dans la vie. Sans ça, c'est un prérequis. C'est comme les mathématiques 101 pour un cours plus poussé, là. Si on n'a pas cette base-là, là, je sais bien qu'il y a des êtres humains qui ont des personnalités qui naissent, qui sont mal nés, là. Sauf que sans ça, là, je suis sûr qu'il y a un paquet d'individus qui auraient plein de l'allure, qui pourraient se développer à leur plus grand potentiel, mais qui n'auront jamais la chance de le faire. Parce que moi, Doc, là, le doute m'envahit constamment. La minute que je veux que je veux prendre une initiative, que je veux essayer de croire en moi, j'ai tout le temps des doutes, tout le temps. Je me sens seul Pierre, contre le Marc, monde. pourtant, là, je vous écoute, vous avez de l'air brillant, vous êtes bien articulé, j'entends que vous faites une introspection. Tu sais, vu de l'extérieur, je me dis, Colin, si lui vit ça, imaginez les autres, là, ceux qui n'ont pas là ce que vous dégagez, en tout cas, je vous ai jamais vu, tout ça, mais... Et d'ailleurs, ouais. Oui. Et d'ailleurs, j'aimerais juste compléter, je ne vais pas prendre trop de votre temps, là, mais d'ailleurs, c'est ça, je commence un bac aujourd'hui à 27 ans.
Puis je regarde tous mes compatriotes qui ont fini leurs études d'avance, puis qui ont des projets, puis qui ont commencé à avoir une famille. Puis, puis dans mon cas, j'ai l'impression que c'est tellement loin parce que je me sens encore, en quelque part, profondément comme un enfant. Puis j'ai de la misère à me sentir adulte, puis sentir que je suis capable d'avancer dans la vie. Puis j'ai l'impression qu'une partie de moi, parce que on m'a pas accompagné jeune, que je vais toujours sentir ça. Je vais avoir des menottes, je sais pas jusqu'à combien de temps, à cause de tout ça. Pierre-Marc, se pourrait-il que vous soyez la preuve qu'un père dédié à un bébé ne peut pas remplacer sa mère? Ben, probablement que... Ouais, c'est possible, mais je vous dirais que ce sentiment-là est encore pire quand je l'ai perdu quand j'avais 16 ans. Ouais. Mais c'est ça. J'ai beau essayer de savoir, mais j'ai l'impression que je le saurai jamais, parce que je l'ai jamais vécu. J'aurais aimé ça qu'il y ait quelqu'un qui puisse partager, quelqu'un qui a à peu près le même genre de tempérament que moi, un peu réactif, un peu tout ça. L'impact d'avoir eu une mère présente, qu'est-ce que ça a fait en lui? Mais il n'y a jamais personne qui partage. Il n'y a jamais personne qui dit ça. Vous êtes le seul à parler de ça. Puis, c'est ça. C'est un fait que, à mon corps défendant, je me suis permis de mentionner à notre collectivité canadienne-française l'importance du rôle maternel auprès des tout-petits. Vous avez raison là-dessus. Pierre-Marc, merci beaucoup. Ça a pris un homme pour faire ça. Merci beaucoup, Pierre-Marc. Merci. Bye, Pierre-Marc. Merci. Mais c'est vrai, En tout cas, j'espère qu'il y a beaucoup d'auditeurs masculins à l'écoute aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on n'en fait pas des émissions sur les bienfaits. Ça pognerait-tu? Avez-vous eu une mère, tu sais, pour aider Pierre-Marc? Là, moi, j'aimerais tellement ça l'aider. Tu sais, en avez-vous eu une mère présente, affectueuse, qui était là pour votre développement? Puis quel homme ça a fait de vous aujourd'hui? Mais je sais même pas si, comme adulte, tu es capable de faire le lien. Ah, je suis comme ça, je suis épanouie parce que ma mère était présente et affectueuse. C'est pas simple. On va aller à la pause. Au retour, nous avons beaucoup d'auditeurs en ligne pour nous parler. Oui. C'est une bonne puis une pas bonne nouvelle. Parce que c'est des gens qui ont vécu des dépressions avant l'âge de 34 ans. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, on parle de la dépression chez les jeunes. 18-34, une personne sur 4 a répondu au Canada avoir eu des épisodes de dépression importante. On a eu Pierre-Marc au retour de la pause, avant la pause, et pendant la pause, je suis allée voir les textos. Et Pierre-Marc, j'espère que vous êtes encore à l'écoute, parce que j'aimerais vous lire quelques commentaires que nous avons reçus. Quelqu'un a écrit « J'écoute Pierre-Marc et on dirait que je m'entends parler ». Un autre, hashtag « Je suis Pierre-Marc ». Un autre, impressionnant, ce Pierre-Marc, je l'écouterai pendant des heures. Quelqu'un d'autre dit « Votre auditeur m'a arraché des larmes. Pierre-Marc, vous êtes une bonne personne. » Quelqu'un dit « Je fais un gros câlin à Pierre-Marc. » Merci Pierre-Marc pour ce témoignage. Moment du jour, s'il vous plaît, ce Pierre-Marc. Ouf, merci Pierre-Marc, même ressenti. Pierre-Marc n'est pas seul à vivre ce qu'il vit. J'en fais partie. Lorsque j'ai entendu l'appel, j'ai arrêté de travailler tellement c'est venu me rejoindre. Pierre-Marc, merci pour votre témoignage. On dirait ma vie. Merci pour le dernier témoignage. Votre auditeur, ce fut pour moi un discours puissant, franc. Merci à M. Mayeux, José, car pour moi aussi, vous m'aidez énormément à cheminer dans la vie. Oh wow, je me vois pareillement, Pierre-Marc. Je me vois dans lui. Merci pour son appel. Je me sens comme Pierre-Marc. Mauvaise mère non maternelle, carence affective intérieure pour le restant de mes jours. Jamais nous serons normales. Cependant, Mayou, pour moi, son aide est incommensurable à ma confiance, à la compréhension de la vie et les relations interpersonnelles et aide beaucoup. Courage, Pierre-Marc.
Un proche adulte masculin de support et belle relation avec des amis aide énormément. Un autre qui dit « Je me reconnais énormément dans les propos de Pierre-Marc. Mère froide, qui méprisait le masculin à fond, et père pas très présent ou impliqué, le sentiment d'être stallé est terrifiant. » Encore une fois, c'est pour réagir au dernier auditeur. Même à 45 ans, père manquant, mère molle, je me sens comme un homme. Je ne me sens pas comme un homme et probablement jamais. Fait que c'est Pierre-Marc. Merci beaucoup. Ouh. Puis je pourrais continuer encore. Oui. Il y a beaucoup de choses à apprendre là-dedans. Hein? Oui. Des fois, il n'y a pas toujours des statistiques scientifiques, mais des fois, d'écouter les gens... Ça donne de la crédibilité à vos propos, hein? Jeu dangereux que de domper des bébés de 7 mois, 9 mois, 1 an et demi dans des garderies. Alors, en bas de 2 ans et demi, on reconnaît que le lien d'attachement à une femme maternante est très important. Mesdames, si vous confiez votre bébé de 2 ans et demi et moins à quelqu'un d'autre, confiez-le, s'il vous plaît, à une femme qui est maternante. Une femme maternante. Pas une femme débordée, pas une gardienne. Une femme maternante que l'enfant pourra appeler au début maman. On va poursuivre, Doc. On va parler avec Maude, qui nous appelle de Lévis. Elle a 18 ans. Bonjour, Maude. Bonjour. Maude, on vous écoute. Oui, alors, moi, j'ai 18 ans. Je viens d'avoir mon 18 ans très récemment. Et en ce moment, je traverse ma 2e dépression diagnostiquée. J'ai fait j'ai eu d'autres périodes dépressives, surtout pendant mon enfance. Et je suis aussi diagnostiquée avec un trouble d'anxiété généralisée, non médicamenté. Oui. Allez-y. Oui. Parlez-nous de vous. On s'intéresse à ce que vous vivez. Alors, laissez faire ce que les médecins ont dit, puis parlez-nous de vous, dans vos mots. Honnêtement, moi, en ce moment, je me sors de déménagement. Je viens tout juste de sortir d'un environnement assez toxique. Racontez, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Moi, je vais le dire. À l'âge de 14 ans, j'ai été abusée sexuellement par mon père adoptif. Puis, j'ai dû être transférée. J'ai été envoyée chez ma grand-mère. Oui. Et honnêtement, ça m'a tellement dérangée dans la tête, ça, que j'ai fait une énorme dépression. J'ai commencé l'automutilation, des affaires de même. J'ai eu des troubles alimentaires qui sont suivis. Est-ce que je peux poser une question là-dessus? Oui. Votre mère a réagi comment quand tout ça s'est passé? Oh, ma mère, oh God. Ma mère, elle a gardé mon père adoptif pendant 2 semaines, le temps que s'en aille. Et après ça, ça y a pris 1 an jusqu'à ce qu'elle voie mon témoignage pour qu'elle me croie. Elle me croyait pas. La confiance, elle a été carrément... Il n'y en avait plus de confiance, là. Elle me croyait pas. Je faisais plus confiance en elle pour qu'elle me protège. C'était fini. Attendez un petit peu. Maude, vous avez parlé d'un père adoptif. C'est quoi cette affaire-là, ce père adoptif? C'était le nouveau conjoint de la bonne femme qui... moi, honnêtement... Ouais. Mes parents biologiques se sont séparés quand que j'étais encore un bébé. Oui. Puis ma mère, elle a trouvé quelqu'un à Mont-Laurier. Oui. Elle est revenue à Montérégie. Oui. Puis à l'âge de 8 ans, dans le fond, ils m'ont adopté. L'autre gars qu'elle s'était trouvé, oui. Il m'a adopté. Le beau-père, le nouveau conjoint de la bonne femme. Oui, le nouveau conjoint, il m'a adopté légalement. Puis, oui. Oui. Puis honnêtement... Oui, allez-y. Honnêtement, déjà, c'était pas un bon père. J'ai pas eu des bons parents. Moi, j'étais un enfant trophée. J'ai fait de la gymnastique pendant 5 ans. J'étais carrément utilisée comme un trophée, surentraînée, tout ça. Négligée par ma mère qui passait ses journées sur l'ordinateur. Puis aussi mon frère et moi, parce que j'ai 2 frères, battus par l'autre, là. L'autre étant le conjoint de la mère? Conjoint. Oui. Ah, il vous battait? Oui. Il vous a adopté pour vous battre. Battre comme quoi, là? Donnez-nous quelques exemples dans les pires. Dans le fond, genre, j'ai mangé littéralement des coups de pied au cul, là. Des claques, des coups de pied au cul. Je me faisais tirer par les épaules, des affaires de même.
Puis des punitions genre chaise au mur, des affaires de même, là. Chaise au mur? Qu'est-ce que vous voulez chaise au dire? mur. Il me faisait faire la chaise au mur, là, dos contre le mur, genoux à 90 degrés. Des fois, il essayait de le petit faire sur moi. C'était bien tough, là. Puis, attendez un peu, je la comprends pas. Je suis pas tellement... Ça, c'est un exercice pour s'entraîner d'habitude, puis c'est tough. Moi, j'ai de la misère à durer 30 secondes. Là. Oh, vous voulez dire, à côté, il vous... J'avais pas compris. Ouais, c'est ça. Il vous met dans une position comme une chaise. Un demi-squat qu'on appelle. Oui. Ah, j'avais... 5 minutes comme punition. 5 minutes. Pour punition, oui, c'était ça ma punition quand j'étais plus jeune. C'était une des punitions. Je mangeais en masse de coups de pied au cul. J'avais un TDAH, j'ai pas été diagnostiquée avant d'avoir 12 ans, puis j'étais souvent distrait, puis ça... Parlez-nous un peu, Maude, comment on débutait? Parce qu'il y a beaucoup de monde. Vous savez, les abuseurs sexuels d'enfants et d'adolescents, maintenant, rôdent autour des monoparentales à 2 ou 3 enfants. Bon, comment a-t-il commencé, débuté les abus sexuels? Ça a commencé comment ça? En fait, quand j'avais 12 ans, lui et ma mère se sont séparés. Ah, oui? Quand j'avais 13 ans, l'été de mes 13 ans, il est revenu dans notre vie. Oui. Puis c'est là qu'il a commencé. Il me disait, genre, je suis tellement désolée pour ce que je t'ai fait, de t'avoir battu, de t'avoir négligé des affaires. Puis il voulait comme se reprendre, en grand guillemets, là. Oui, il était repentant, oui. Oui, puis ça a commencé par des affaires bien subtiles, genre juste effrôler ici et là, des affaires de même, puis ça a escaladé des affaires genre... honnêtement, comment que ça a commencé? Moi, j'ai juste... Tout ce que je me souviens avant que ça devienne vraiment, genre, hors de contrôle, c'est les petits effleurements qui sont devenus un peu plus insistants, genre ça m'accrocher la cuisse, que ça a vraiment, genre, jusqu'à il insistait, essayer de m'embrasser sa joue, des affaires de même, là. Est-ce qu'il vous chatouillait? Est-ce que ça arrivait qu'il essayait de vous chatouiller? Pas nécessairement, non. Non? OK. Effleurement sur un peu tout le corps. Oui. OK. Puis, honnêtement, le reste, les 2 mois et demi qui ont suivi, c'est comme un brouillard pour moi, tellement que ça s'est passé vite. Puis, avant que je puisse faire quoi que ce soit, il était déjà trop tard. Le temps que je l'ai réalisé, j'étais déjà dans le pire. J'étais déjà, genre... C'était plus dans mon contrôle, là. Et le pire a été quoi? Jusqu'où c'est allé? C'est allé... gars, j'ai failli me faire violer. Il s'est rendu jusqu'à une pénétration digitale. Honnêtement, c'était vrai. Puis, c'était pour me réveiller qu'il faisait ça. C'était... Attendez un peu, j'ai pas entendu. Pour vous réveiller? Non? Pour me réveiller le matin, oui. Ah, pour vous réveiller le matin? Oui, pour me réveiller, ou bien il me prenait la poitrine, ou dans le fond, il se mettait sur moi, puis il faisait du dry humping, là. Je sais pas s'il y a une meilleure expression que ça en français, là. Je connais pas Essayez de le l'expression. décrire. Dans le fond, il se mettait sur moi, puis il donnait des coups de hanche, des affaires de même, là. OK. Puis, honnêtement, attouchement, tout ça, essayer de m'embrasser, des menaces, il m'a fait boire. Il me faisait boire pendant 2 mois que ça durait, qu'il me faisait boire tous les soirs. On s'est souvent, genre, on a eu des batailles à cause de ça. Des fois, genre, souvent, il me regardait me changer. Des fois, je le surprenais à fouiller dans mes vêtements, dans mes sous-vêtements. Il y a même un de mes sous-vêtements qu'il a porté, puis qui m'a forcé à regarder. Genre, où était votre mère pendant tout ce temps-là, ces 2 mois-là? Ma mère, elle a essayé de reprendre des cours du soir, ça n'a pas duré, sinon elle était juste en bas, elle était sur sa tablette. Elle, ça se passait sous ses yeux, puis elle était consciente de rien. Absolument rien, pendant 6 mois que ça durait. Elle était au sous-sol avec sa tablette pendant que ça se déroulait. Lorsqu'il vous faisait prendre de la boisson, est-ce qu'elle était présente? J'étais en haut de ma chambre. Oui. C'était un appart à 2 étages, là. Fait que moi, ma chambre... c'est ça, genre, lui, déjà, c'était un alcoolique, là. Il se réveillait, c'était pas un café qu'il y avait le matin, c'était une bière.
Fait que, c'est ça. C'était bien facile pour lui de... Est-ce qu'il y a eu une plainte au criminel concernant cet homme-là? Concernant ma mère? Non. Est-ce que l'abuseur sexuel, est-ce qu'il y a eu une plainte? Oui, je l'ai poursuivi. Je viens de finir justement le processus judiciaire. OK. Très récemment, là, il y a eu sa condamnation, tout ça. Est-ce qu'il a plaidé coupable ou s'il a plaidé non coupable? Non, il a nié en bloc tout le long. Puis, il a tout nié? Il a tout nié, absolument tout. Et est-ce que votre mère a été accusée de quelque chose? Absolument pas. Elle était présente dans la maison. Elle était présente dans la maison dans quel pourcentage des abus sexuels, des séquences d'abus sexuels, d'après vous? Honnêtement, je dirais pas mal, presque toutes, à part quand elle était pendant les quelques mois qu'elle a fait ses cours du soir, là, mais c'était vraiment pas souvent. Dans le fond, c'est parce que elle a resté en bas sur sa tablette, s'occuper de son bébé. Pas mal. Ben, s'occuper. Dans le fond, le plugger devant la télé, puis le laisser faire. Puis moi, ma chambre était en haut. Genre, moi, je n'avais pas de porte, là. C'était un rideau. Fait que lui, c'était bien facile, le conjoint, là, de monter en haut puis de venir me voir, là. Fait que elle, c'est comme, il n'y a rien qui a flashé dans sa tête que, genre, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Merci beaucoup d'en témoigner. Oui, merci. Ça prévient les auditeurs de la façon dont les agresseurs sexuels s'y prennent de façon intrafamiliale. Vous allez comment Merci maintenant, beaucoup. Maude? Comment vous allez, là, maintenant? Aujourd'hui? En ce moment, je suis en train de guérir de tout ça, de toutes ces blessures-là. C'est difficile, là. J'ai fait des dépressions d'affilée à cause de ça. Mais tranquillement, pas vite, je commence à m'en remettre. Oui. Est-ce qu'il y a une ou quelques femmes autour de vous qui ont de l'allure, qui pourraient être des... Oui, vous êtes entouré par quelques femmes de bon sens? Oui. Excellent, Maude. Merci beaucoup, Maude. Précieux. Merci important. de nous avoir parlé. Localisé, oui. Parce que Maude est orpheline. Elle n'a pas de parents. Donc, elle a besoin de substituts. Et pour une jeune femme de 18 ans, capitale, de localiser autour une ou deux femmes qui ont du bon sens, qui sont relativement équilibrées. C'est très salvateur. On va aller à la pause là-dessus. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On va aller au téléphone tout de suite. On a Max qui nous appelle de l'Outaouais pour notre question aujourd'hui. Comment vous expliquer que vous ayez vécu une dépression importante avant l'âge de 34 ans? Parce qu'on s'intéresse aujourd'hui à la tranche 18-34. Là, parce qu'il y a un sondage qui nous apprend qu'il y a une personne sur 4 dans cette tranche d'âge-là qui a vécu un moment de dépression important. Bonjour, Max. Oui, bonjour. Max, on vous écoute. Oui, alors, moi, j'ai 30 ans et puis... Pardon, vous avez quel âge? Oui, j'ai 33 ans. 33. Oui, donc, j'ai, en ce moment même, j'ai des moments de dépression, une grosse phase de dépression qui dure depuis 18 mois. Mm-hmm. Et puis, j'ai beaucoup réfléchi, disons que j'écoute beaucoup votre émission quasiment chaque jour, puis j'ai réalisé que ça remonte probablement au début de l'adolescence ou même peut-être avant. Alors, disons que je suis pas mal certain que ça a commencé vers l'âge de 11, 12 ou 13 ans. Mais je sais pas trop par où commencer. Tellement de choses à dire. Je dis que peu importe, comme ça vient. On met ça simple, nous autres. Comme ça vient, allez-y. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez partager avec nous? Lâchez-vous. Dans le fond, ma situation actuelle, c'est que je suis marié depuis 6-7 ans, puis j'ai 2 enfants. Et j'ai de très graves difficultés avec ma conjointe. On était séparés 6 mois l'année dernière, puis bien qu'on soit revenus ensemble, disons que c'est de pire en pire. Puis disons que la situation...
pour dire ce cru, j'ai l'impression de commencer à désespérer parce que c'est pratiquement impossible pour moi de partir à cause de la situation financière. Puis, disons que je manque énormément de courage aussi. Et c'est une personne très contrôlante qui veut rien savoir, qui accepte pas d'être remise en question. Puis donc comme je vous donne un exemple, ça fait juste 2 jours, mais c'est ça, l'autre jour, elle dit ton téléphone puis ton ordinateur, comment ça qu'il y a des mots de passe dessus? Est-ce que tu me caches quelque chose? Puis il dit j'aimerais que tu enlèves les mots de passe. J'ai dit non, j'ai droit à ma vie privée. Je sais que tu peux pas t'empêcher de regarder et tout ça, donc je te rends un service en enlevant la tentation. Puis tout ça, c'est une personne qui a la jalousie facile. Puis elle m'a dit dans ce cas-là, oublie ça pour le sexe et tout là. Donc ça c'est pas vraiment la première fois que ce genre de représailles arrive, mais admettons que ça m'a frappé fort en plus du reste là, de pas trop savoir quoi faire. Max, êtes-vous Canadien-Français d'origine? Oui, disons, je suis moitié Canadien-Français, moitié français. Ah, bon, vous êtes métissé. Oui, vous avez un petit accent. Puis, alors, avez-vous fait la... Oh, allez-y, Doc. Non, je voulais... Puis votre conjointe, parce que vous allez voir là où je veux en venir, votre conjointe, est-ce que c'est une Canadienne française? Non, pas du tout. Elle est anglophone de l'Ontario. C'est une anglophone, une anglo-ontarienne. C'est une ontarienne. Anglo-ontarienne, oui. Oui. Et vous savez, j'attire votre attention sur une vieille méthode. Une vieille méthode conjugale qui consiste à priver le conjoint de sexe lorsqu'on n'est pas contente. C'était tellement répandu au Canada français, au Québec, chez les Canadiens français. Alors là, semble-t-il que vous êtes en train de nous dire que c'est transculturel, ça, cette histoire-là? Oui, j'ai une bonne réflexion là-dessus, mais je vous dirais que moi, j'ai un background très catholique, là, plus vraiment très, très traditionnel, conservateur. Mes parents étaient... ma mère, surtout, était vraiment très intense là-dessus. Donc, et ma conjointe aussi, on s'est rencontrés quand j'étais encore dans ce bain-là, quand j'étais... à l'heure actuelle, moi, j'ai complètement viré tout ça, là, parce que ça... Est-ce que votre conjointe faisait partie d'une secte? Non, c'est... Enfin, disons que des fois, les catholiques, je m'excuse, mais des fois, ça commence à ressembler à une secte, de la manière que c'est impossible de... C'était quoi le mouvement? Vous, vos parents, votre mère était dans quelle frange, là? Et votre conjointe est dans quelle frange religieuse? Ouais, disons que ma conjointe n'est pas... Disons la frange qui prône, qui va aller sur la colline parlementaire pour protester contre l'avortement, puis qui veulent rien savoir de la contraception, puis... Aïe. Ouais. Et puis, votre conjointe a quel âge? 32. 32 ans. Comment se fait-il que vous avez fait 2 enfants avec cette femme-là? Max? À un moment de ma vie, j'étais à l'université, puis je rassemblais tout mon courage pour finir mon bac, là. Puis, mais disons que je vais toujours chez mes parents, puis mon père, c'est pas mal un tapis, là. J'espère qu'il écoute pas, mais et puis ma mère, c'est vraiment quelqu'un qui aime contrôler qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous faisiez, puis qui va vous faire sentir mal si vous faites pas... Max, comment se fait-il que vous ayez fait 2 enfants
avec votre conjointe actuelle. Puis les enfants ont quel âge, au fait? 3 ans et demi, puis 6 mois. Eh boy. C'est... Avez-vous l'intention, êtes-vous... À quand le troisième? c'est fini, ça. À quand le troisième? Comment c'est fini? Non, c'est fini, ça. Le deuxième, c'était un accident. Parce que vous voyez... Max, le bébé de 6 mois n'était pas un accident. Non, vous avez raison de dire ça, parce que... Max, fond, j'ai 69 ans, puis je suis blanc comme du lait. Les accidents de bébé, là, j'en ai trop vu. Hein? Alors, on se pose la question, comment c'est facile que je me suis embarqué dans cette galère-là? Tranquillement, on continue. Ouais. Continuez votre introspection, puis situation difficile. Ouais. On doit se quitter là-dessus, Max. Merci beaucoup et bonne chance. Bonne réflexion, surtout. Oui, merci. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Il reste presque plus de temps à l'émission, malheureusement. On va aller tout de suite au téléphone parler avec Vincent qui nous appelle de Québec. Bonjour, Vincent. Oui, bonjour. Vincent. Bon, je vais faire ça vite. On m'a dit que j'avais pas beaucoup de temps. Oui, malheureusement. Dans le fond, pour vous expliquer, moi, ma dépression a commencé après... j'ai eu ma naissance de mon garçon. Dans le fond, ça fait un peu plus de 2 ans, au mois de mai. Moi, je travaillais à temps plein en construction à ce moment-là. Puis, donc, ça a commencé dans le fond où toutes les nuits, quand mon ex se levait, il fallait que je me lève avec. En tout cas, j'ai fini brûlé 3 mois plus tard. Là, ma famille est venue me rendre visite ici au Québec pour voir dans le fond mon petit garçon. Là, ça a été le chaos avec mon ex. Elle voulait pas les voir. Elle voulait pas que mon enfant les voie. Donc, moi, ma dépression a commencé après ça. Là. Petit à petit... j'ai commencé vraiment à être mal. Je voulais pas partir de cette relation parce qu'elle avait déjà un petit garçon d'une première relation, puis j'étais vraiment super bien avec lui, puis on avait tellement une belle relation, mais donc je suis resté enfermé dans cette situation amoureuse qui me convenait vraiment pas. C'est-à-dire, faut se dire les vraies choses, Vincent. Ouais. Vous êtes resté enfermé, pas dans une relation sans amour. Pas une relation amoureuse. Non, mais en tout cas, non. C'est important, oui, continuer. Enfermé dans une relation conjugale sans amour. Sans amour, mais par contre, il y en avait énormément entre son premier garçon puis moi. Là, oui. On était... Qui avait quel âge? Quel âge avait le fils? 4 ans quand je l'ai connu, puis dans le fond 9 ans quand on s'est séparés. On s'est séparés avant l'été. Là. Je suis parti, moi. Parce que j'ai été faire une thérapie parce que là, c'est ça, j'ai commencé à fumer du pot dans cette période-là. Puis là, j'ai fait, ça en est assez, je m'en vais en thérapie. Je suis allé en thérapie. Oui. Puis 10 jours plus tard, elle m'a manqué de respect. Mais là, vu que j'étais à jeun, j'ai bien vu que j'étais plus prêt à accepter puis que j'avais accepté ça pendant trop longtemps. Qu'est-ce que vous voulez dire par « elle m'a manqué de respect » ? C'est une engueulade qui avait aucun sens, puis vraiment à cracher son venin, des paroles méchantes comme à chaque fois dans les... où moi je peux pas donner mon opinion, mais là je l'ai donné, mon opinion, puis ma façon de penser. Puis, et qu'est-ce que vous avez donné comme opinion? Qu'est-ce que vous avez dit? Quelle opinion j'ai donnée à ce moment-là? Oui. Que j'étais pas d'accord avec sa réaction, que dans le fond il y avait aucune raison qu'elle s'énerve après moi, puis que... Oui. Ce jour-là. Puis là, c'est ça, elle est partie en... Non, attendez un peu, là. On essaie d'imaginer la scène. Ouais. Vous lui avez dit « je suis pas d'accord » et là, elle aurait craché son venin. Qu'est-ce qui est arrivé? Dans le fond, on était invités chez des amis ce jour-là. Oui. Puis notre petit bébé, dans le fond, lui, à cet âge-là, il fait des siestes, mais on était tous les deux en congé. Puis moi, je lui ai dit, regarde, on est attendu, peu importe à quelle heure, on ira par rapport à Gaël quand il aura fait dodo, puis oui. Avant ou après, on verra bien. Oui. Là, elle me dit, non, je veux une heure à laquelle on va aller là-bas, j'ai besoin de savoir. En tout cas, elle faisait vraiment beaucoup d'anxiété, puis là encore, ce coup-ci, là, tout le temps vouloir prévoir les choses, puis là, je lui ai dit, regarde, c'est Gaël qui mène, s'il fait dodo, on ira après, s'il fait pas dodo, il fera son dodo là-bas, puis c'est tout. Puis là, elle m'a craché son venin, là, à me dire que
que j'avais vraiment pas réglé mes problèmes. Oui, mais Vincent, c'est quoi cette attitude-là de prendre une position devant une femme au Québec? Ah. Vous vous êtes affirmé. Écoutez, un homme n'est pas supposé s'affirmer devant sa conjointe. Et que ça tombe mal, c'est tout le temps qu'on a pour l'émission. Et c'est vrai, vous entendez le thème, Non, je sais pas, malheureusement. Vincent. On se tient debout. On se tient debout, même devant une conjointe. Ben, j'espère. Et l'inverse aussi. Oui. Passez une belle journée, tout le monde. À demain. Bye. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.